Le sénateur a de la République une conception effarante. Par une matinée grise de novembre, dans une chambre parisienne où le temps semblait suspendu, Philippe Noiret s'éteignait à 66 ans. Le grand public se souvenait de lui comme d'un bon vivant, l'acteur au regard tendre, capable d'incarner tour à tour l'homme ordinaire et le héros tragique. Pourtant, derrière cette image d'ours placide, se cachait une vérité plus complexe. Une vie jalonnée de rencontres passionnées, mais aussi d'inimitiés profondes. Car si Noiret sut séduire le public par sa chaleur, il n'en resta pas moins un homme de conviction tranchée, incapable de supporter certains caractères qui avaient croisé son chemin. Le cinéma français, des années 60 jusqu'aux portes du nouveau millénaire, fut son royaume. Il y côtoyait les géants de son temps, de jeunes premiers fougueux aux divas glaciales, en passant par des metteurs en scène exigeants. Mais dans cette cour des miracles, tout n'était pas harmonie. Derrière les sourires de plateau, les accolades en façade et les mots polis dans la presse, se dissimulaient parfois des tensions, des affrontements larvés, des blessures d'ego que ni le succès ni le temps n'avaient pu apaiser. On a souvent décrit Noiret comme l'homme de tous les compromis, mais il y eut des figures qu'il ne pouvait plus voir en peinture. Ces 5 noms, aujourd'hui, résonnent comme les ombres qui hantaient sa trajectoire d'acteur. Ils disent la face cachée d'un artiste, la vérité d'un homme qui, tout en aimant la vie avec gourmandise, ne pardonnait pas toujours. 5 noms qui dévoilent une histoire parallèle, celle des colères, des déceptions et des silences. Alors, qui étaient-ils, ces visages que Philippe Noiret fuyait, ces collègues dont la seule présence faisait naître en lui une irritation sourde? Préparez-vous à lever le voile sur une part méconnue de sa légende. Les 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Numéro 5. Gérard Depardieu. Au milieu des années 70, quand Philippe Noiret se trouve déjà installé comme une valeur sûre du cinéma français, un jeune homme surgit tel un ouragan sur les écrans. Gérard Depardieu. Plus grand, plus exubérant, plus fougueux, il représentait tout ce que Noiret n'était pas. Leur rencontre sur les plateaux allait pourtant faire naître une complicité artistique qui marquerait l'histoire. Dans Le Vieux Fusil, sorti en 1975, il partageait l'affiche d'un drame déchirant qui valut à Noiret l'un de ses plus grands triomphes. Là, l'aîné au jeu sobre et pudique contrastait avec la vitalité brute du cadet. Le public y vit une forme de continuité. L'ancien passait le flambeau au nouveau. Mais ce flambeau, Noiret n'avait aucune intention de le céder si vite. Car malgré l'affection sincère qu'il éprouvait pour le talent indéniable de Depardieu, il percevait déjà les étincelles d'un tempérament incontrôlable. Leur relation, oscillant entre admiration et agacement, s'enrichissait au fil des années. Dans Les Grands-Ducs, comédie douce amère de Tavernier, leur duo prenait des allures de miroir déformant, l'un en vieil acteur fatigué, l'autre en colosse encore insatiable. Les spectateurs riaient, mais derrière la caméra, la tension couvait. Ce contraste, presque générationnel, donnait à leur scène une intensité rare. Noiret, avec sa voix grave et sa gestuelle mesurée, se dressait face au volcan Depardieu, toujours prêt à exploser. Cette opposition fascinait le public. Mais pour l'homme discret qu'était Noiret, il y avait déjà une lassitude sourde. Car partager l'écran avec un tel torrent d'énergie signifiait aussi accepter d'être parfois englouti par lui. La frontière entre admiration et exaspération fut vite franchie. Philippe Noiret, homme de théâtre formé dans la rigueur du TNP, aimait la discipline des planches et le respect du texte. Gérard Depardieu, lui, fonctionnait à l'instinct, au débordement, à l'improvisation qui bousculait tout sur son passage. Sur les plateaux, cette opposition de méthode devint un champ de bataille silencieux. Noiret supportait mal de voir son jeune partenaire déborder du cadre, voler la lumière, improviser des répliques qui modifiaient le rythme prévu. Derrière son sourire bonhomme, il ruminait. La presse, fascinée par Depardieu, renforçait ce malaise. L'image du nouveau monstre sacré éclipsait peu à peu celle de Noiret, pourtant auréolé d'un César pour Le Vieux Fusil. Le contraste entre l'ancien lion tranquille et le fauve indomptable devenait une métaphore du cinéma français lui-même. D'un côté l'école classique, de l'autre la tempête des années 80. Dans les dîners, Noiret confiait parfois à demi-mot que Depardieu lui inspirait autant de respect que d'agacement. Il admirait son énergie, mais détestait sa manière de piétiner tout sur son passage, sans égard pour les autres. Un soir, sur un tournage, la tension éclata. Depardieu, emporté par son élan, interrompit une scène préparée avec minutie par Noiret. Les techniciens se figèrent, Tavernier tenta de calmer les esprits.
Noiret, lui, garda le silence. Mais ses yeux, lourds et sombres, disaient tout. Il venait d'enterrer définitivement l'idée d'une complicité véritable avec ce partenaire ingérable. Au fond, ce qu'il ne pouvait pas voir en peinture, ce n'était pas seulement l'homme Depardieu, mais ce qu'il représentait, une génération bruyante, insatiable, prête à dévorer le passé sans un regard en arrière. Numéro 4. Catherine Deneuve. Philippe Noiret et Catherine Deneuve se croisèrent très tôt dans les couloirs du cinéma français. Elle, incarnation d'une beauté glaciale, auréolée de mystère, muse de réalisateurs exigeants, lui, acteur populaire, marqué par une chaleur terrienne, une bonhomie qui séduisait les foules. Leur première véritable rencontre eut lieu sur le tournage de La vie de Château en 1966, une comédie romantique située en pleine occupation. Sur l'écran, Deneuve incarnait l'élégance distante, Noiret le mari maladroit mais sincère. Le contraste faisait tout le charme du film, une femme de marbre face à un homme de chair. Aux yeux du public, le duo fonctionnait à merveille. Pourtant, dès ses premiers jours de tournage, Noiret sentait poindre une distance infranchissable. Deneuve arrivait sur le plateau comme une reine sur ses terres, toujours impeccable, toujours mystérieuse. Noiret, qui aimait l'improvisation joyeuse, la complicité des coulisses, se heurtait à un mur de silence. Elle se concentrait, préservait son aura, tandis que lui tentait de détendre l'atmosphère par des anecdotes ou des éclats de rire. Le fossé se creusait. Il avait besoin de chaleur humaine pour nourrir son jeu, elle se nourrissait au contraire de la froideur calculée. Cette opposition de tempérament ne fit que s'accentuer au fil des années. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, Noiret avait l'impression de rejouer le même scénario. Lui, le comédien qui tend la main. Elle, la star qui garde ses distances. Devant la caméra, cela créait une alchimie particulière. Mais en coulisses, c'était comme deux mondes qui ne pouvaient se rencontrer. Au fil du temps, ce décalage devint plus qu'un simple malentendu, une véritable fracture. Philippe Noiret, qui croyait profondément à l'importance du collectif, reprochait à Catherine Deneuve une forme de solitude hautaine. Sur les plateaux, elle arrivait préparée au millimètre, disait ses répliques avec précision, puis s'éclipsait sitôt la caméra éteinte. Lui rêvait de discussions animées, de vers partagés après la journée de tournage, d'un esprit de troupe hérité du théâtre. Mais avec elle, rien n'était possible. Chaque rencontre restait glacée, distante, presque clinique. Le public, aveugle à ces tensions, voyait dans leurs films une harmonie étrange. Pourtant, Noiret confiait parfois à ses proches qu'il avait l'impression de jouer avec une statue de marbre. Deneuve, elle, ne dissimulait pas son agacement devant l'humour potache et la bonhomie envahissante de son partenaire. Deux manières de concevoir l'art dramatique s'affrontaient. Elle, dans le contrôle absolu de son image, lui, dans la vérité brute du moment présent. Une fois, lors d'une conférence de presse, un journaliste leur demanda de commenter leur alchimie. Deneuve répondit par une formule polie mais glaciale. Noiret, piqué au vif, lâcha une boutade lourde de sous-entendus. Les rires fusèrent, mais dans son regard, on devinait une lassitude profonde, car au-delà de la collaboration, il avait compris que rien ne les rapprocherait jamais. Pour lui, Deneuve symbolisait ces étoiles inaccessibles qui se drapent de mystère, refusant toute proximité. Ce qu'il ne pouvait pas voir en peinture, c'était précisément cette froideur, cette incapacité à partager l'humanité simple qu'il chérissait. Numéro 3, Bertrand Tavernier. Philippe Noiret et Bertrand Tavernier formaient, aux yeux du public et de la critique, un tandem indissociable. Leur première grande rencontre eut lieu au milieu des années 70, lorsque le jeune cinéaste choisit Noiret pour porter son film L'Horloger de Saint-Paul. Le résultat fut éclatant, un succès critique qui installa Tavernier parmi les cinéastes prometteurs et qui confirma Noiret comme l'acteur fétiche de cette nouvelle génération. Dès lors, leur collaboration s'étoffa, Le juge et l'assassin, Coup de torchon, La vie et rien d'autre. Chaque fois, Tavernier voyait en Noiret l'interprète idéal de ces personnages complexes, souvent ambigus, porteurs de la mémoire et des blessures de la société française. Et Noiret, de son côté, trouvait en Tavernier un directeur d'acteurs méticuleux, qui savait explorer toutes les nuances de son jeu. Ensemble, ils donnèrent naissance à certaines des plus grandes œuvres du cinéma hexagonal des années 80. Pourtant, derrière ce tableau parfait, les fissures apparaissaient déjà. Tavernier, passionné, exigeant, se montrait parfois intransigeant. Il pouvait tourner et retourner une scène jusqu'à l'obsession, traquer le moindre faux pas,
cherchait la vérité jusque dans l'épuisement. Noiret, lui, fonctionnait à l'intuition. Il aimait saisir l'instant, la sincérité brute d'une première prise. Entre l'orfèvre du détail et l'acteur instinctif, la tension montait, imperceptible mais réelle. Ce contraste, d'abord fécond, finit par user leur complicité. Les longues journées de tournage à répéter une scène déjà juste pour Noiret devenaient pour lui un supplice. Et si, à l'écran, la magie demeurait intacte, dans les coulisses, l'agacement grandissait. Avec les années, ce qui avait nourri leur collaboration finit par devenir une source d'irritation. Bertrand Tavernier, perfectionniste jusqu'à l'obsession, exigeait toujours davantage, traquant chaque nuance, chaque silence, chaque inflexion de voix. Pour Philippe Noiret, qui aimait laisser parler son instinct et sa spontanéité, ces exigences incessantes ressemblaient à une prison. Il respectait l'intelligence du cinéaste, mais détestait cette manière de disséquer le jeu comme une équation mathématique. Sur coup de torchon, le tournage fut particulièrement éprouvant. Tavernier voulait capter la noirceur du personnage principal jusque dans les moindres détails. Il multipliait les prises, revenait sans cesse sur les mêmes gestes, les mêmes regards. Noiret, lassé, finit par lancer. « Tu cherches une vérité que la vie elle-même ne peut pas donner. » Cette phrase, murmurée entre deux scènes, trahissait une fracture invisible. Leur relation ne se brisa pas brutalement, mais elle s'effrita peu à peu. Noiret, fidèle à son tempérament bonhomme, ne s'emportait pas ouvertement. Il encaissait, rongeait son frein, puis, une fois les projecteurs éteints, se murait dans un silence amer. Tavernier, lui, continuait de le choisir comme acteur principal, mais l'alchimie d'autrefois s'était transformée en une lutte d'ego larvé. Ce que Noiret ne pouvait pas voir en peinture, c'était cette obsession froide, cette volonté de contrôle total qui tuait la joie de jouer. Derrière l'amitié affichée, restait une rancune muette, celle d'un acteur qui se sentait réduit à n'être qu'un instrument. Numéro 2. Michel Galabru. Philippe Noiret et Michel Galabru appartenaient à la même famille d'acteurs, celle des visages populaires, reconnaissables entre mille, capables de passer d'un registre comique à des rôles plus sombres, avec une aisance déconcertante. Tous deux venaient du théâtre, tous deux avaient trimé avant de connaître la reconnaissance, et tous deux devinrent, au fil des décennies, des piliers du cinéma français. Ils se retrouvèrent sur quelques projets communs, parfois à l'écran, parfois sur scène, et chaque fois l'alchimie semblait naturelle. Noiret admirait la générosité de jeu de Galabru, son goût pour l'excès assumé, son humour trucule. Mais très vite, derrière cette admiration, une petite gêne se fit sentir. Car Galabru, éternel boute-en-train, aimait occuper l'espace, faire rire même hors caméra, jouer les premiers rôles au sein de la troupe. Noiret, plus discret, plus intériorisé, avait parfois l'impression d'être écrasé par cette exubérance. La critique elle-même alimenta cette rivalité sourde. Quand on louait la profondeur de Noiret, on rappelait l'énergie débordante de Galabru. Quand on saluait le sens comique de Galabru, on soulignait la subtilité de Noiret. Deux pôles d'un même cinéma populaire, toujours comparés, rarement réunis. Noiret, qui n'aimait pas la compétition, voyait dans ces rapprochements une source d'agacement. Il voulait être jugé pour lui-même, pas à travers le miroir d'un collègue aux antipodes de son style. Ainsi, derrière les sourires de façade et les poignées de main sur les tapis rouges, commençait à se dessiner une tension larvée, celle de deux monstres sacrés que tout rapprochait en apparence, mais que tout séparait en profondeur. Les plateaux où Philippe Noiret et Michel Galabru se croisaient devenaient parfois le théâtre d'un duel silencieux. Galabru, fidèle à son tempérament expansif, multipliait les improvisations, lançait des traits d'esprit, amusait l'équipe technique. Noiret, lui, goûtait peu à ces débordements. Il avait besoin de concentration, de silence, d'une atmosphère presque cérémonieuse avant d'entrer dans une scène. Cette différence de méthode créait une irritation sourde. Un épisode marqua durablement Noiret. Lors d'un tournage, Galabru, en pleine verve, détourna l'attention d'une séquence dramatique en y ajoutant une pointe de comédie imprévue. Le réalisateur, séduit par cette énergie, décida de garder la prise. Noiret, en retrait, sentit qu'on lui volait une part de l'émotion qu'il avait patiemment construite. Derrière son flegme habituel, il en conçut une rancune tenace. Les critiques accentuaient ce malaise. Certains journaux comparaient directement leurs performances, parlant d'un duel de titans du cinéma populaire. Cette rivalité, que ni l'un ni l'autre n'avait cherchée, s'imposa à eux comme une fatalité. Galabru, bon vivant,
en riait volontiers. Noiret, plus réservé, la vivait comme une blessure intime. Car pour lui, l'art ne devait pas être une compétition, mais une quête partagée. Ce qu'il ne pouvait pas voir en peinture, chez Galabru, ce n'était pas l'homme en soi, mais ce qu'il symbolisait, ce besoin de briller coûte que coûte, même au détriment de la vérité des autres. Derrière le masque jovial, Noiret voyait une ombre de vanité qui lui était insupportable. Numéro 1. Jean Rochefort. Philippe Noiret et Jean Rochefort furent souvent présentés comme les deux faces d'une même médaille. Tous deux issus du théâtre, tous deux porteurs d'un charisme discret mais magnétique, ils appartenaient à cette génération qui fit briller le cinéma français des années 70 aux années 90. Leur amitié professionnelle, leur complicité apparente sur les plateaux et dans les interviews faisaient d'eux un duo aimé du public. On les voyait comme deux frères d'armes, partageant la même passion, la même élégance un peu désuète, cette manière d'incarner une France cultivée et pleine d'esprit. Pourtant, derrière cette image, une rivalité sourde ne cessa de couver. Rochefort, avec sa moustache fine et son humour pince sans rire, attirait la sympathie immédiate. Noiret, plus massif, plus terrien, apparaissait souvent comme le contrepoint sérieux de son collègue. Dans les dîners, Rochefort amusait l'assemblée, faisait rire à gorge déployée, tandis que Noiret observait, en retrait, étouffant parfois un soupir. Car dans l'ombre de cette légèreté, il percevait un danger, celui de se voir réduit au rôle de second, d'être éclipsé par la verve intarissable de son ami. Les réalisateurs, eux aussi, alimentaient involontairement cette comparaison. Quand ils voulaient de l'élégance ironique, ils pensaient à Rochefort. Quand il leur fallait de la gravité intérieure, ils se tournaient vers Noiret. Deux pôles complémentaires, mais jamais tout à fait réconciliés. Ce parallèle constant devint peu à peu une gêne pour Noiret, qui se sentait prisonnier d'un duel dont il n'avait pas choisi les règles. Ainsi naquit entre eux une relation ambiguë, fraternelle à l'écran, mais souterraine et tendue en coulisses. Derrière les sourires complices, Noiret nourrissait une amertume silencieuse, difficile à dissiper. Au fil des ans, la rivalité latente entre Philippe Noiret et Jean Rochefort se transforma en une fissure invisible mais persistante. Les deux hommes, souvent réunis dans des projets collectifs ou sur des plateaux de télévision, affichaient un respect mutuel, presque fraternel. Mais derrière les sourires, Noiret sentait une irritation croissante. Rochefort, maître des bons mots, avait l'art de désamorcer n'importe quelle situation par une pirouette verbale. Noiret, plus grave, plus enraciné, voyait dans cette légèreté une manière de fuir la profondeur qu'il chérissait. Un soir, lors d'une émission de variété, la fracture se fit sentir. Interrogé sur leur vision du métier, Rochefort répondit par une tirade ironique qui fit éclater de rire le public. Noiret, invité à réagir, resta figé. Derrière son regard sombre, on devinait une colère contenue. Il avait l'impression que la profondeur de son travail venait d'être réduite à une simple caricature par l'humour de son compagnon. Ce genre de scène se répéta, alimentant une rancune muette. Au cinéma, cette opposition devenait palpable. Quand ils partageaient l'affiche, l'un captait la lumière par le rire subtil, l'autre imposait sa présence par le poids dramatique. Les critiques s'amusaient à les comparer, parlant de jumeaux rivaux du cinéma français. Noiret, qui n'aimait pas être mis en compétition, en souffrait. Car pour lui, le cinéma n'était pas un concours d'esprit, mais un art de vérité. Ce qu'il ne pouvait pas voir en peinture chez Rochefort, ce n'était pas l'homme, mais cette insouciance blessante, ce refus d'accorder à la gravité de son jeu la reconnaissance qu'elle méritait. Dans ces silences pesait une rancune que ni le temps, ni la gloire ne purent effacer. Dans les derniers instants de sa vie, Philippe Noiret resta fidèle à lui-même, discret, pudique, presque effacé. L'homme que la France avait tant aimé ne laissa pas derrière lui de scandales tonitruants, mais plutôt une œuvre immense et une silhouette familière, comme un ami que l'on croyait connaître depuis toujours. Pourtant, derrière ce visage doux se cachaient des blessures, des irritations, ces 5 figures qu'il ne pouvait pas voir en peinture et qui, chacune à leur manière, révélaient les failles de son caractère. Car Noiret n'était pas seulement l'acteur bonhomme que le public imaginait. Il était aussi un homme de conviction, parfois intraitable, refusant les faux-semblants et les compromis trop faciles. Son regard sombre et profond traduisait cette lucidité. La vie, comme le cinéma, n'était pas faite que de tendresse et de rire, mais aussi de rivalité, de désaccords, de silences impossibles à combler. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme d'un géant du 7e art français,
d'un comédien qui savait tout jouer, de la tragédie la plus noire à la comédie la plus légère. Son héritage, ce sont ces films qui continuent de vibrer sur les écrans, ces personnages qui nous ressemblent et nous bouleversent encore. Et peut être que, dans ce mélange d'amour et de rancune, dans ce cœur partagé entre admiration et agacement, se trouve la véritable humanité de Philippe Noiret. Celle d'un homme qui, jusqu'au bout, demeura profondément vivant, même dans ses inimitiés.